Voilà maintenant comment toute cette histoire a commencé. Un jour, une orpheline élevée par sa marâtre après la mort de sa mère s'était vue contrainte de retourner nuitamment à la rivière pour récupérer une louche qu'elle y aurait oubliée dans la journée. Auparavant, elle avait été rouée de coups de fouet. Les interventions des sages du village n'avaient pas suffi à la protéger contre la bastonnade habituelle qu'elle subissait après chaque erreur ou faute commise. En larmes, elle récupéra une calebasse sale qui traînait devant la case et alla à la rivière à la recherche de la fameuse louche. Cette nuit-là, sans qu'aucun humain ne se doute de rien, les esprits organisaient leur assemblée annuelle au cours de laquelle ils prenaient les grandes décisions. Cette nuit-là, ils décidèrent de faire de la dernière fille qui descendrait dans la rivière avant l'aube la mère de l'un des plus illustres enfants de la race noire. Avant la fin de l'assemblée, les génies entendirent des pas sur les herbes sèches qui recouvraient le petit sentier qui menait à la rivière. Ils décidèrent d'observer le silence afin de s'assurer que le bruit des pas qu'ils entendaient se dirigeait effectivement vers la rivière. Tout en pleurant, la jeune fille marchait dans l'herbe mouillée par la rosée. Avant de descendre dans l'eau, elle promena ses mains dans l'herbe, fouilla partout au bord de l'eau afin de retrouver la fameuse louche. Désespérément, elle descendit dans l'eau en continuant vainement mais activement sa recherche. Assurée des coups de cravache qui l'attendaient à son retour, elle prit soin de laver la calebasse qu'elle remplit d'eau. Elle s'assit au bord de la rivière pour implorer Dieu en demandant à sa mère au ciel de lui venir en aide. Au moment où elle voulut se charger de sa calebasse qu'elle ne pouvait pas soulever, une voix lui dit dans le dos: « Jeune fille, à l'issue de la grande assemblée annuelle des esprits de ces bois, tu as été choisie pour devenir la mère de l'enfant de leur roi. Tu porteras dans ton ventre l'enfant de notre maître. Cet enfant rayonnera sur le monde. Il s'appellera Fama. N'oublie pas ce nom, il doit être appelé ainsi. Son nom parcourra tous les monts, toutes les mers, tous les océans, tous les continents et enfin toutes les cités que les hommes ont bâties de leurs mains à l'aide de leurs cerveaux inventifs. Cet enfant sera aux yeux de l'humanité celui qui viendra débarrasser l'Afrique de toutes ses souffrances. Pour t'éviter des questions sur ses origines, son père aux yeux des hommes sera un de vos semblables. Il viendra au moment opportun demander ta main. Il t'épousera selon vos coutumes. Personne ne le connaîtra dans le village, mais toi, tu le reconnaîtras. Il portera un signe distinctif que tu seras la seule à remarquer. Il aura une petite touffe de cheveux blancs au milieu de sa tête et sur son front. N'oublie jamais cet indice, c'est l'unique signe apparent que nous pouvons te donner afin que tu le reconnaisses. Ce que je viens de te dire doit rester entre nous. Tu ne dois jamais dévoiler notre rencontre à personne et tu ne dois raconter cet entretien à personne jusqu'à la fin de tes jours. Que le bonheur dirige tes pas, nous veillerons sur toi. » Le génie portera la calebasse pleine d'eau jusqu'au village, la posa par terre devant la case et reprit son chemin sans plus rien dire. La jeune fille entra se coucher. Le lendemain, la vie reprit dans son cours normal. De jour en jour, la jeune fille devenait de plus en plus belle et de plus en plus coquette. Elle devenait l'irrésistible coqueluche de tous les garçons. Jour après jour, elle embellissait et les demandes en mariage ne faisaient que se succéder. Les sages du village ne pouvaient plus aller au champ, préoccupés par l'étude des candidatures de mariage. La marâtre était devenue la convoitise des jeunes. Elle ne mangeait plus de la viande boucanée trop sèche, ni du lait caillé trop peu frais pour la mère de la plus belle fille du village. Les candidats venaient faire étalage de leur bravoure et de leur richesse devant les sages du village. Un jour, un homme qui prétendait venir d'un village des hautes montagnes, portant une touffe de cheveux blancs au milieu de sa tête et au front, vint se présenter aux patriarches en leur demandant en mariage la main de la jeune fille. Cet homme dégageait quelque chose de perturbant. La jeune fille se rappela du secret et le reconnut. Elle réussit à contenir son émotion et garda le silence. Lorsqu'elle fut convoquée pour donner
d'une façon purement formelle son avis sur ce choix des anciens, elle exprima son accord. Le regard perçant de ce candidat ne pouvait être défié par aucun autre regard. À l'unanimité, les vénérés vieillards du village acceptèrent ces 10 noix de cola, symbole de leur avis positif. La fiancée était belle et c'est le moins qu'on pouvait dire. Ses seins avaient rempli sa belle poitrine d'athlète, sa bouche invitait naturellement à lui offrir un baiser. 1 mois après le mariage, elle fut enceinte. Elle savait qu'elle avait alors dans son ventre l'enfant élu des esprits. Sa grossesse évolua jusqu'à son terme sans trop de peine. Parallèlement, on assistait dans le village à des phénomènes étranges et inédits, à des miracles. Chaque mois qui passait, il se produisait des choses invraisemblables. Par exemple, une vieille dame disait avoir vu un bélier à 6 cornes traverser le village. Un autre prétendait assister au coït entre une canne et un singe. Un autre encore disait avoir vu en même temps la lune et le soleil se tirailler une chèvre. Du côté des hommes, on entendait des choses plus incroyables encore, plus grotesques les unes que les autres. Bref, toutes sortes de choses inimaginables étaient racontées par les villageois, au point que les habitants des villages voisins pensaient qu'ils étaient en train de sombrer dans la folie, frappés par une malédiction qui les entraînait dans une démence collective. Avant la naissance de l'enfant, 18 grands marabouts venus de tous les coins du monde se donnèrent rendez-vous dans le village. Ils se dirigèrent sans aucun guide vers la case où habitait la jeune femme. Leur porte-parole tint ce discours. Fille de bonne famille, depuis quelques mois, le bon Dieu dirige nos pas vers toi. L'enfant que tu mettras au monde aimera l'islam et contribuera au renforcement de la foi en Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus leur faire allégeance. Nous te souhaitons un accouchement dans la paix. Nous veillerons sur ce bébé toute la vie. Voici le cadeau que nous t'apportons pour sa protection contre les méchants qui voudront nuire à son image. Ils repartirent en laissant à la future maman des talismans, des amulettes et quelques écrits sur des planchettes. Leur départ fut suivi par la venue de 27 féticheurs jouissant tous d'une renommée universelle. Ceux-ci, avant d'entrer dans le village, avaient fait grâce à leur puissance mystique couvrir le ciel au-dessus du village d'une fumée noire et opaque en plein jour. On aurait juré qu'il s'agissait d'une éclipse. Sans tarder, ils se dirigèrent vers la case de la future maman et y pénétrèrent. Le chef de leur mission s'adressa à la future maman en ces termes. Honorable mère de l'enfant dont la venue au monde est inscrite et annoncée par les esprits protecteurs de notre pays, nous sommes ici pour faire allégeance à votre fils avant sa naissance. Nous serons ses fidèles serviteurs durant toute son existence sur terre. Nous lui apporterons ces présents qui assureront sa protection contre tous ses ennemis. Qu'ils soient sur terre ou dans la mer, ils ne pourront rien contre lui. Nous serons en tout lieu, dans la discrétion, à ses côtés et à son service. Les présents des féticheurs contenaient des choses innommables. Il y avait des têtes de singe, des pattes d'hyène, des crocs de phacochère et bien d'autres choses que je ne nommerai pas. Les féticheurs furent suivis également par 9 voyants ou sorciers. Ils prononcèrent à peu près le même message d'allégeance et de dévouement à ce bébé qui allait bientôt naître. Avant sa naissance, vous dis-je, l'enfant avait été protégé par tout ce que l'Afrique avait de plus mystique et d'inexplicable. Il avait été protégé contre le colonialisme, le néocolonialisme, le capitalisme et l'impérialisme. Au moment où sa mère devait le mettre au monde, un événement qui ne s'était jamais produit, de mémoire d'homme, se produisit. Un coq blanc qui avait à sa patte une corde tirait un éléphant qui traînait derrière lui. Ils traversèrent tout le village à la stupéfaction des habitants. À leur arrivée devant la porte de la case qui faisait office de maternité, le coq donna des coups de patte dans la porte. L'accoucheuse l'ouvrit et à sa grande surprise, elle vit un coq tout blanc, la crête droite comme un i, qui se rapprocha d'elle et lui dit « Madame, vous allez
faire naître très bientôt l'enfant dont la venue au monde est vivement attendue. Il sera un homme exceptionnel. Les animaux de la brousse, de peur de provoquer un trouble en venant dans tout le village pour cet événement, m'ont chargé d'apporter ce cadeau à la jeune mère. Madame, contrairement à vos pratiques habituelles qui consistent à tuer un coq à l'occasion de chaque naissance, il vous invite à offrir pour la première fois une soupe d'éléphant à la mère du nouveau-né dès qu'elle accouchera. Dès que l'enfant naîtra et qu'il criera, c'est la soupe d'éléphant qu'il faudra lui faire boire. Ce sera le kanadji. De cette soupe, la jeune mère tirera toute l'énergie nécessaire à sa propre reconstitution physique et au développement harmonieux du nouveau-né. De cette soupe, elle tirera aussi tout le secret de la remarquable intelligence du nouveau-né. L'accoucheuse, pétrifiée par la présence de cet extraordinaire interlocuteur, tremblait de tout son corps. Avant de trouver les mots pour lui répondre, avant de pouvoir prononcer une seule phrase, elle se conditionna. Comme si elle devait affronter un tigre. Elle sortit de son mutisme et engagea le dialogue avec le coq. « Tu n'es pas un coq ordinaire de ce village, néanmoins je vais prendre le risque de te répondre. Va dire aux animaux de la brousse que nous les remercions et que nous respectons leur volonté. Cependant, comment avoir la soupe à base de la viande d'un éléphant qui est encore sur pied, alors que la femme est en travail et qu'elle va bientôt accoucher ? Ne vous posez pas de questions, madame, tout vient à point à qui sait attendre. La viande de cet éléphant sera là dès que la jeune mère accouchera. » Le coq rebroussa chemin entraînant l'éléphant hors du village. La future mère continuait sans trop de souffrance le travail. Quelques instants plus tard, on entendit le cri du nouveau-né suivi d'un coup de feu. Ceux qui avaient entendu le cri du nouveau-né se dirigèrent vers la case qui faisait office de maternité et les autres vers l'entrée du village d'où était parti le bruit du fusil. Femmes, enfants et même des vieillards accoururent vers l'entrée du village. Un éléphant était couché là, gisant dans son sang, abattu par le plus grand chasseur du village dont il disait qu'il communiquait avec les animaux et les esprits. Tout le monde savait qu'il disposait de multiples pouvoirs. On l'appelait Simbon. Il n'allait jamais chasser dans la brousse et il ne disposait même pas de chien de chasse. Grâce à ses pouvoirs, il s'asseyait tranquillement dans son vestibule, le regard tourné vers la forêt et par de mystérieux moyens, il attirait dans le village des biches et des antilopes qu'il abattait sans trop de peine apparente. Il tuait de cette manière les animaux par dizaines avec une seule cartouche qu'il allait et qui revenait dans son fusil. On dépeça l'éléphant et on apporta la viande au village. C'est à ce moment-là que la vieille accoucheuse informa les villageois de la venue au monde du petit garçon. On apporta rapidement à la jeune maman une soupe faite à base d'un morceau de viande de cet éléphant. Ce jour-là, dans le village, pas une âme n'avait manqué de manger et de boire à sa faim. C'était la première fois dans l'histoire que l'on faisait une soupe d'éléphant pour un nouveau-né. Curieusement, dès sa naissance, le bébé faisait déjà la différence entre les contre-révolutionnaires et les autres citoyens. Il pleurait et criait dès qu'il sentait leur présence à ses côtés. Il se débattait dès qu'un impérialiste dans l'âme le touchait. On le baptisa et on lui donna le nom de Fama, dont sa mère disait avoir rêvé. Fama grandissait plus rapidement que les autres enfants du village. On remarquait par son regard toujours attentif et méfiant qu'il n'était pas fait comme les autres. Sa grande fertilité intellectuelle était déjà perceptible. Il avait réponse à tout dès l'âge de 2 ans. On disait aussi qu'il savait lire et compter sans calculette jusqu'à 1000. À 12 ans, il connaissait le nom de tous les pays révolutionnaires du monde et de leurs présidents. Il connaissait leur hymne national et les couleurs de leur drapeau. Il se méfiait de toute personne qui manifestait des désirs d'enrichissement personnel. Il n'avait peur de rien et de personne. Pour commencer la lutte pour l'indépendance du pays, il avait alors adopté le PRC.
Après sa victoire face à ses concurrents, il est devenu le président de tout le pays. Malgré tous les moyens mis en œuvre par ses opposants pour arrêter son ascension, il échappa à leur vigilance et au contrôle de l'impérialisme et du néocolonialisme. Progressivement, d'année en année, il développa des stratégies toujours plus ingénieuses les unes que les précédentes afin d'atteindre ses objectifs immédiats et futurs. Très tôt, il s'affirmait sans aucune ambiguïté comme un exceptionnel homme d'État et un orateur hors pair. Son destin était tracé. Il devait jouer un grand rôle dans la vie des populations. Au-delà de cette histoire et du mystère qui entoure les conditions de sa naissance, je vais maintenant vous faire une révélation d'une très grande importance. À travers le récit que je vais vous faire, vous comprendrez mieux son trait de caractère et ce qui explique sa manière inattendue et imprévisible de prendre souvent des décisions très graves de conséquences. Un jour, alors qu'il sillonnait le pays, il avait fait la rencontre d'un grand féticheur. Celui-ci l'aborda et l'invita à choisir entre 2 noix de cola, une rouge et l'autre blanche. Fama, ce jour-là, avait choisi la cola blanche qu'il croqua avec joie. Le féticheur releva la tête et se mit à pleurer. Stupéfait, Fama lui demanda pourquoi il pleurait. Les larmes aux yeux, le féticheur lui répondit. « Fama, tu seras l'un des plus grands hommes de notre planète. Tu brilleras au-dessus de nos têtes comme le soleil. Tu seras intouchable comme la pierre qui dort au fond de la rivière. Personne ne pourra te vaincre. Quand tu mourras, je dirai plutôt quand tu disparaîtras, car personne ne verra ton corps, tu t'évaporeras dans la nature comme la fumée dans l'atmosphère. Mais malheureusement, Fama, durant toute ton existence, tu souffriras de l'incompréhension. Ton peuple ne te comprendra pas, malgré tout ce que tu auras fait pour lui. À ton nom sera rattaché des crimes que tu n'auras ni commis ni commandités. En ton nom, des hommes s'entretueront, s'humilieront et impuissants devant l'opinion publique, tu ne pourras qu'assumer la responsabilité de toutes ces barbaries. Ils commettront des crimes inexplicables au nom du Périssé et du Haredia, qui seront ta raison de vivre et le symbole de ta souveraineté. Tu ne bénéficieras d'aucune reconnaissance pour tout ce que tu auras fait de bon pour ton peuple. On entendra des concitoyens te traiter de sanguinaire. Après ta disparition, ce peuple que tu croyais avoir sauvé de l'oppression te vomira. Il ne fera pas bon de parler de toi en public pendant plusieurs années, au risque de se faire huer ou bastonner. Seul le temps sera ton allié le plus sûr. Fama leva les yeux au ciel et demanda à Dieu de lui venir en aide. Avant de quitter le féticheur, il voulut en savoir davantage et il lui demanda « Quel sacrifice dois-je faire pour me faire comprendre par mon peuple, ce peuple que je voulais pourtant servir avec fidélité, amour et loyauté ?» Il n'y a aucun sacrifice à faire. Ton destin est ainsi fait. Le destin est plus vieux que l'homme. C'est le Créateur seul qui l'inscrit à toutes les âmes depuis la naissance de l'humanité. Moi, j'ai appris que le destin se forge. Je ne laisserai personne confisquer le mien. Je forgerai moi-même mon destin. Je ferai tout pour que je sois compris par mes concitoyens. Non, Fama, tu ne pourras rien contre la volonté de Dieu. Forger son destin ne veut pas dire le modifier, le retarder ou encore moins l'accélérer. Mais c'est justement le protéger contre toute déviance de la trajectoire tracée par Dieu. Il n'y a rien de plus appréciable aux yeux de notre Créateur que de forger soi-même son destin. Avec amertume, Fama regardait l'homme qui lui parlait sans pouvoir opposer à ses dires une autre résolution que la consternation. Il n'avait plus qu'un seul souhait, c'était de s'éloigner de lui. Il tourna les talons tout en lui disant « Je vous remercie de m'avoir permis d'entrer dans le secret de Dieu. Je continuerai à demander sa grâce pour être aimé de lui et être compris par mon peuple que je défendrai durant toute mon existence. » Comprenez-vous maintenant pourquoi Fama parle beaucoup? Il parle des heures entières pour se faire comprendre et pour convaincre en vain son peuple.
Quelquefois, il est persuadé que personne ne le comprend, mais à d'autres moments, il a le sentiment que l'on refuse de le comprendre. C'est aussi pour cela qu'il avait fait appel à la révolution. Quand il parle, seuls les révolutionnaires l'écoutent attentivement. Ils font un énorme effort pour le comprendre afin d'exécuter ses ordres tant bien que mal. La révolution lui est entièrement fidèle. Elle l'aime et elle l'aide. Paradoxalement, il n'est pas révolutionnaire. Les révolutionnaires l'aiment, mais en même temps, il les agace par son grand amour pour la radio et la télévision, où ils n'entendent et ne voient que lui tous les jours. Mon cher Paul, tu m'excuseras pour le temps que je viens de vous prendre pour vous dire tout cela. C'est toujours difficile de parler en 2 mots d'un grand homme. Fama n'est pas comme toi et moi. Un proverbe de chez nous dit: si tous les arbres avaient la grosseur du baobab, il n'existerait pas de cure-dent pour se brosser les dents. Fama est très différent de toi et moi. Il est encore beaucoup plus différent de Citon, à cause de son statut de femme. Les hommes de chez nous n'accordent de place aux femmes que dans leur lit et dans la cuisine. Fama est issue de l'union du génie et de l'homme. C'est ce qui explique son invulnérabilité, son imprévisibilité et son incompréhensibilité. Fama peut être très aimable, tendre et affectif, comme il peut aussi être très méchant, impitoyable ou intransigeant. Citant, assise en face de nous, observait tous les faits et gestes de son époux. Elle constata qu'il ne pleurait plus, qu'il réfléchissait à tout ce que je venais de leur apprendre. Elle se tourna vers moi, curieuse et confuse. Elle enchaîna: penses-tu sincèrement que Mamadou n'aime pas Fama ? Je ne le pense pas, j'en suis convaincue. Après tout, il y a très peu de personnes dans ce pays qui l'aiment vraiment. Les gens le craignent plus qu'ils ne l'aiment. On lui reconnaît une grande intelligence et une finesse d'esprit, mais on ne l'aime pas. Pour parler de sa santé psychologique, chacun de nous s'octroie des compétences injustifiées de psychanalyste. Certains disent qu'il a une dysthymie, d'autres disent qu'il est paranoïaque, et moi, sachant qu'il entend tout, je n'oserais jamais dire des choses pareilles. Pourquoi prendre des risques ? Le crépitement des balles continuait, mais si faiblement que leur cadence était insupportable. Il était 5 heures du matin et Paul ne m'avait pas proposé d'autre bière depuis plus d'1 heure. Depuis près de 2 heures aussi, Citon qui nous ravitaillait ne s'était pas levé une seule fois. Pourtant, j'avais envie de boire. La bière que je voulais boire maintenant serait bien méritée. Après le cours d'histoire aussi long et riche que je venais de leur dispenser, ils ne pouvaient que me l'offrir. Ils sont très généreux à condition de ne pas leur parler avec arrogance comme l'avait fait Mamadou et son épouse. En temps normal, il ne ferait pas de mal à une mouche. Je voulais vraiment boire une bière, mais pour ne pas passer pour un sans-gêne, je préférais attendre qu'il m'en fasse la proposition. Tout à coup, Citon, comme si elle lisait dans ma tête, se leva, alla dans la chambre et revint avec 2 bières à la main. À la vue de la bière, du moins de ma bière, mes yeux se mirent à scintiller comme la pleine lune au-dessus d'une plaine herbacée. J'avais trop envie de boire, d'autant je l'avais avalée d'un trait. Elle me ramenait une deuxième que je commençais à boire avec modération en prenant le temps de la déguster. Je suis impressionné par ton talent d'historien, me dit Paul. Tu viens de retracer en si peu de temps toute la complexité de notre pays à travers la vie de Fama. Celui qui est guidé n'a pas besoin de chercher. Je suis désormais devenu un vrai citoyen de ce pays car j'étais dans le noir et je ne comprenais pas beaucoup de choses autour de moi.